Parfait. Donc, le collectif au Québec, c'est un organisme, c'est un regroupement d'acteurs de la science citoyenne. Donc, on y retrouve, entre autres, des citoyens, bien évidemment, des organisations à but non lucratif, des chercheurs et bien d'autres acteurs qui développent ou implémentent des activités de sciences citoyennes. Donc, la mission, c'est de mobiliser les connaissances justement de ces acteurs-là, favoriser un engagement durable et inclusif des communautés. Donc, ceci dans le but de développer un réseau reconnu pour l'engagement et le partage des savoirs scientifiques. Donc, le collectif propose une structure collaborative favorisant euh, divers niveaux d'implication pour ces acteurs-là. Donc, on y retrouve, par exemple, euh, tu peux aller à la diapo suivante, il faut bien, merci. On y retrouve, par exemple, euh, des, des membres qui participe activement au développement des activités d'un comité stratégique qui assure l'orientation et le bon fonctionnement et également un comité scientifique consultatif qui veille à ce qui concerne la rigueur et la crédibilité des données issues de la science citoyenne. Donc, en tant que membre, vous bénéficiez, entre autres, de de l'implication dans un réseau d'acteurs engagés, favoriser le partage d'échanges, bénéficier du partage d'expériences des uns et des autres et aussi un renforcement des compétences. Donc, la suivante. Euh, à titre d'activité, par exemple, on vient de, parallèlement aux activités qu'on organise, on vient de déployer une carte interactive donc qui permet de répertorier les différentes activités ou initiatives des sciences citoyennes à la grandeur de la province. Donc, vous pouvez, on va vous partager le lien tantôt dans le chat. Vous pourriez la consulter et soit pour euh, prendre connaissance de ces initiatives, de l'existence de ces initiatives, puis soit aussi pour ajouter les vôtres si vous en avez. Donc, puis pour prochainement, au courant du mois prochain, donc on organise un marathon qui est un défi euh, qui vise à mobiliser les différents citoyens à contribuer à la santé de nos eaux donc à travers l'application cours d'eau branchée du G3E. Donc ceci permettra juste de d'aller consiste juste d'aller télécharger l'application et puis d'aller prendre des données de ce cours d'eau-là et puis de les partager. Donc vous en saurez plus dans les semaines à venir. Bon, euh, donc, on est rendu à la thématique d'aujourd'hui. Donc, comment ne pas ou échouer un projet de sciences et recherche participative. Donc, on s'entend bien qu'on est dans un contexte où euh, euh, il y a une effervescence de projets de sciences et recherche participative présentement au Québec, plus particulièrement dans le secteur de l'eau. Puis, ces initiatives font quand même face à des défis persistants de mobilisation sur la qualité des données, la pérennité et autres. Donc, ce webinaire vraiment vise à présenter les résultats d'une étude qui a été faite en fin 2025, donc sur la thématique que vous voyez, donc qui analyse les erreurs non seulement comme erreurs, mais qui donne la possibilité de pouvoir parler de ces différents défis et de ces différentes erreurs que nous rencontrons dans nos différentes activités de sciences et recherche citoyenne. Donc, avant que je ne passe le micro à Laure, donc je vais vous passer peut-être rapidement le lien le lien du petit chat, dans le chat, un lien d'une question qui va permettre de prendre un peu votre pouls sur, c'est ça, savoir un peu quels sont les défis que vous rencontrez lors de vos différents projets, dans vos différents projets. Vous pouvez répondre juste via ce chat. C'est moi attendu.
Donc, Laure, tu as la parole. J'en avais terminé. Ok, parfait. Merci encore pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir vous présenter ce travail collectif qu'on avait mené il y a quelques années. Merci à toutes et tous d'être là pour m'écouter aujourd'hui. Alors, je vais hop, partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Euh, donc voilà, c'est un travail qui est vraiment collectif. Je vous ai remis les noms de tous les collègues et toutes les collègues qui ont participé et qui a fait l'objet d'un article, si ça vous intéresse de plonger plus en détail sur la thématique. Donc c'est dans la revue Citizen Science, Theory and Practice, et c'est en libre accès. Donc vous pourrez retrouver facilement. Euh, ah, pas changer. Donc oui, comme vous l'a dit Rodrigue, vous avez la possibilité de peut-être penser en m'écoutant, parce que c'est pas forcément évident de répondre comme ça de prime abord aux difficultés que vous rencontrez. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de partager. Donc voilà, c'est juste garder cette question en tête. Si à un moment, au moment de la discussion, après ma présentation, certaines ou certains d'entre vous ont envie de les partager, ben, ce sera l'occasion de discuter et d'avancer ensemble, mais ce n'est pas une obligation non plus. Donc, pour revenir sur ce travail, il a été conduit dans le cadre du réseau Sciences Ensemble, donc, qui est un réseau de porteurs et porteuses de projets de sciences et recherche participative au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Cette alliance, elle rassemble plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche, donc, dont Sorbonne Université, mais aussi le Muséum national d'histoire naturelle, et puis l'Université technologique de Compiègne pour les établissements qui font des sciences et recherches participatives. Et donc, dans le cadre de ce réseau, je pense qu'il s'apparente un peu à votre collectif, où l'idée, c'est vraiment d'apprendre ensemble, de partager les pratiques et de s'entraider. On a des ateliers quasi mensuels. Et en fait, le tout premier atelier qu'on a eu ensemble en 2020, on a décidé de travailler sur cette thématique des difficultés qu'on rencontre parce que on faisait le constat, donc dans le cadre du réseau, je vais y revenir, mais on a des projets sur des thématiques vraiment très variées et des pratiques qui sont aussi variées. Et malgré cette diversité, on a des difficultés qui peuvent être similaires. Donc, il y avait sans doute quelque chose à tirer du partage de ces difficultés. Et puis, l'idée, c'était aussi de donner une vision réaliste et non pas idéalisée des sciences et recherches participatives. Et voilà, notre objectif dans ce travail, c'est de partager nos expériences, partager les difficultés qu'on a rencontrées, mais aussi les solutions qu'on a trouvées, mais pas du tout dans une démarche prescriptive. On ne veut pas donner des bonnes recettes. L'idée, c'est que chacune s'approprie ce qui peut lui être utile dans notre partage d'expérience, mais voilà, on ne veut pas donner l'impression de prêcher la bonne parole. Et en fait, notre travail, ben, finalement, il était un peu conjoint, mais on a finalisé le travail après. Un groupe d'auteurs là, qui ont publié en 2021, il me semble que c'est aussi dans la même revue, euh, pour ben, promouvoir une culture de l'erreur de manière générale en sciences, mais en particulier dans les sciences et recherches participatives. Ben encore toujours la même chose parce que généralement, quand on présente des projets, on présente ce qui fonctionne et pas ce qui est difficile. Et pourtant, il y a beaucoup à apprendre en partageant les difficultés. Et donc, pour mener ce travail, on a analysé 11 projets. Donc, en fait, c'était les projets que chacune des co-auteurs, co-autrices que je vous ai présentés au début coordonne ou dans lesquels il et elle sont impliqués. Et donc, ça nous permettait d'avoir une grande diversité de disciplines. Vous voyez qu'on a de la biodiversité, des programmes en astronomie, en géologie, aussi en archéologie, en linguistique et puis plus largement en sciences de l'environnement. Et ces projets, ils s'adressent aussi à des publics qui sont variés.
Il y en a beaucoup qui s'adressent à tout un chacun, chacune, mais il y en a aussi qui sont conçus spécifiquement pour des publics spécifiques. Donc, il y a des programmes qui s'adressent à des enseignants et enseignantes avec leurs élèves. Il y a aussi des programmes qui s'adressent plutôt à des agriculteurs, agricultrices ou des gestionnaires d'espaces verts, donc des professionnels, donc qui participent par rapport à leur activité professionnelle et sur leur temps de travail. Et puis, il y a aussi des programmes qui s'adressent à une communauté, à des communautés locales, avec une petite faute de frappe. Donc, voilà, qui s'adressent à des personnes qui vivent dans une région particulière. On a aussi dans ces projets des formes de participation qui sont variées. Donc, quand on pense aux sciences participatives, l'implication de citoyens, citoyennes dans la collecte de données est quelque chose qui apparaît qui vient assez vite à l'esprit, mais il y a d'autres façons de participer. Et dans ces projets, certains associent les volontaires à l'analyse des données, à la co-construction même du projet ou du protocole. Il y a aussi des formes de participation qui sont sous forme de plateformes en ligne, qui sont sous forme de jeux. Donc, on a aussi cette grande diversité. Et puis, les données collectées sont aussi extrêmement variables. Et donc, en fait, cette diversité, elle nous a permis finalement de nous affranchir des spécificités et plutôt d'avoir une analyse, on va dire, transverse, interdisciplinaire des difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et donc, on a fait plusieurs ateliers autour de la thématique des difficultés pendant 3 ans pour aboutir à cet article. Et donc, finalement, on a identifié 4 types d'erreurs ou de difficultés. Donc, les premières, c'est les erreurs que nous ne referions plus, qui sont dues à de l'inexpérience ou des erreurs de jugement. Euh, Après, on a des difficultés qui viennent de fausses idées sur les sciences et recherches participatives. Et ces fausses idées, elles ne sont pas forcément celles des personnes qui portent les projets, mais elles peuvent venir des institutions dans lesquelles ils sont développés, des financeurs. Donc, je vais revenir sur chacun de ces types d'erreurs par la suite. Après, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incertitudes qui finalement étaient inhérentes aux sciences et recherches participatives. Et enfin, pour finir sur une note un peu positive, on a aussi rencontré pour plusieurs d'entre nous des difficultés qui finalement ont conduit à des résultats inattendus et plutôt bénéfiques pour le projet. Donc là, je vais reprendre chacun des types un par un en vous les illustrant avec quelques exemples. Donc, la première, donc celle qu'on ne refera plus, c'est par exemple, donc, quand on conçoit un projet, partir de l'idée que si on simplifie la tâche au maximum pour les volontaires, on aura une plus grande participation. Donc ça, on s'est rendu compte que c'était faux à au moins 2 reprises dans le cadre d'un projet qui s'appelait 50 000 observations pour la forêt. Donc, le principe, c'était de signaler lors d'une promenade en forêt si on rencontrait une de 24 espèces d'une liste qui était prédéfinie. Et donc, bah, voilà, l'objectif était dans le nom du projet. L'idée, c'était d'avoir au moins 50 000 observations. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Finalement, la participation n'a pas été si mauvaise. Il y a quand même plusieurs personnes qui se sont impliquées dans ce projet, mais ça n'est pas allé jusqu'à ces 50 000. Et donc, d'un point de vue scientifique, ce n'était pas exploitable. Et l'analyse qu'en font les personnes qui ont porté ce projet, c'est que finalement, quand on se promène en forêt, ben, on va croiser un écureuil. Alors, juste en Europe, c'est plus rare de croiser un écureuil qu'au Québec. Et donc, on se dit, oh, bon, bah, est-ce que je l'envoie, mais peut-être les gens devant moi l'ont vu aussi, ceux derrière moi l'auront vu. Bon, peut-être que c'est pas si utile que j'envoie ma donnée. Bon, je continue ma promenade sans sortir mon téléphone. Et en fait, donc, l'idée, c'est que finalement, les volontaires n'étaient pas le détenteur unique de la donnée.
Ce qui est, par exemple, le cas quand on demande aux personnes de signaler des papillons dans leur propre jardin. Personne d'autre peut faire ces observations. Donc là, il y a un vrai enjeu à participer quand on est dans un espace plus public comme ça et où il n'y a pas beaucoup d'investissement à mettre en place pour faire les observations. On se sent moins concerné a priori. Après, une autre fois où on a pensé qu'en simplifiant, on aiderait et on aurait plus de participation, c'est dans le cadre d'un programme qui s'appelle Lichen Go, dont je reparlerai après, donc qui utilise les lichens. Donc, les lichens, c'est ces taches qui poussent sur les roches ou sur les arbres. Euh, donc, ils utilisent les lichens comme des bioindicateurs de la qualité de l'air. Et en fait, au lancement du programme, on s'est dit, bon, ces lichens, ils ont la réputation d'être difficiles à reconnaître, donc on va pas demander aux personnes de déterminer les espèces, mais juste de compter combien d'espèces différentes sont présentes sur l'arbre. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte que c'était très frustrant pour les volontaires parce que ben, ils et elles rencontraient souvent les mêmes espèces et ne pas mettre de nom sur ces espèces, c'était frustrant parce que ben, dans les motivations à s'impliquer dans un programme de sciences participatives, il y a aussi la volonté d'en apprendre plus sur le sujet. Donc là, il y a eu une vraie demande des personnes qui étaient impliquées d'apprendre les noms des espèces. Donc finalement, on a développé un outil pour reconnaître ces différentes espèces. Et donc, finalement, cette histoire de simplification trop importante, elle fait un peu écho à cette théorie de l'expérience optimale qui a été développée par un chercheur plutôt autour des jeux, avec l'idée donc quand vous jouez à un jeu, il y a une performance qui est demandée et puis la performance que vous pouvez fournir. Et quand on est au juste milieu, ben là, c'est amusant parce que ben, c'est un peu difficile, mais on y arrive quand même. Donc là, on s'amuse. Si c'est trop difficile, ben, ça génère de l'anxiété. Et si c'est trop facile, ça génère de l'ennui. Et donc là, finalement, quand on simplifie trop la tâche aussi dans nos projets de sciences participatives, ben, on génère de l'ennui pour nos volontaires et donc ben, un désengagement. Euh, Donc aussi dans les erreurs que nous ne referions pas, il y a eu parfois au, au début de la vie des projets une envie, une idée selon laquelle il faudrait que toutes les parties prenantes partagent les mêmes motivations à s'impliquer dans le projet pour qu'il fonctionne. Et en fait, ben, en analysant plusieurs projet du programme Viginature, donc, qui est porté par le Muséum national d'histoire naturelle et qui porte sur la biodiversité. Euh, voilà, les collègues de Viginature se sont rendus compte que finalement, bon, il y a un objectif partagé, certes, qui est celui de la conservation de la nature, mais derrière, chaque partie prenante a une motivation qui lui est propre. Et c'est pas un problème. Par contre, il faut en avoir conscience, les reconnaître et que chaque partie prenante ait conscience des motivations des autres. Donc, en ce qui concerne les chercheurs et chercheuses qui sont impliqués dans Viginature, leur motivation principale, c'est d'avoir des données standardisées qu'ils et elles ne pourraient pas avoir autrement. Pour les associations qui sont partenaires, ben, l'objectif, c'est de contribuer à leur projet associatif qui souvent est de sensibiliser à la nature et la biodiversité. Et puis pour les programmes qui s'adressent à des enseignants et des enseignantes, bah, l'objectif, c'est d'avoir une démarche pédagogique innovante. Et donc, il faut que tout ça s'articule parce que, par exemple, les enseignants peuvent mettre en place tout un protocole de viginature, ce qui va être très enrichissant pour leurs élèves, mais ne pas aller jusqu'à la saisie des données parce que finalement, sortir avec les élèves et observer la nature, c'était suffisant pour leur démarche pédagogique. Donc, il faut quand même faire en sorte que bah, la saisie de données soit aussi intéressante pour les enseignants et enseignantes pour que les chercheurs et chercheuses y trouvent leur compte. Donc, par exemple, en ayant des interfaces de visualisation des données qui soient aussi intéressantes à exploiter de manière pédagogique, par exemple. Et après, un dernier exemple d'erreur que nous ne referions pas, qui concerne la communication autour du projet.
Et je vais y revenir par la suite, c'est l'idée selon laquelle n'importe qui pourrait s'improviser community manager, donc ouvrir des pages et des comptes sur de multiples réseaux sociaux et que ça suffirait à ce que le projet soit connu. Ouais, j'y reviendrai après, vous verrez. Après, dans la deuxième catégorie de difficultés, il y a les idées fausses sur les sciences et recherches participatives, et donc qui finalement posent principalement problème pour le financement des projets. Une de ces conceptions erronées, là, ce serait que dans les sciences et recherches participatives, c'est des recherches où les experts sont remplacés par des citoyens, citoyennes. Donc ça laisse penser que l'unique objectif de ces projets, c'est d'accumuler des données. Euh, et c'est vraiment aussi cette conception-là qui met toujours en question la qualité des données. Donc, côté recherche, on va systématiquement avoir cette question de est-ce que je peux faire confiance aux données qui sont collectées parce qu'on a en tête qu'on a remplacé un chercheur ou une chercheuse par quelqu'un qui n'était pas formé, alors que c'est quand même bien plus complexe et riche que ça, un projet de sciences et recherche participative. Et puis, du côté des volontaires, mais en fait, ça génère de l'autocensure. Donc ça, nous, on l'a constaté dans plusieurs projets, avec justement, comme ces personnes sont très impliquées et qu'elles ont conscience qu'elles participent à un projet de recherche, elles veulent le faire sérieusement et ne pas prendre le risque, au contraire, d'envoyer des données erronées. Donc, elles préfèrent dès qu'elles ont un doute, elles préfèrent ne pas partager leurs données et donc, finalement, parfois au risque de perdre des données qui étaient valables parce qu'on a cette autocensure. Donc, autour de cette question de la qualité des données, ça implique qu'il faille mettre en place beaucoup d'outils à la fois pour rassurer les volontaires, puis pour rassurer les collègues sur le fait que les données collectées sont de qualité. Et puis, juste aussi pour revenir sur cette question de non, les sciences et recherches participatives, c'est pas un remplacement des chercheurs par des citoyens. C'est un exemple en linguistique, donc d'un projet qui s'appelle Recettes de grammaire. Il me semble que j'y reviens après, mais c'est un projet sur l'alsacien, donc une langue qui est parlée dans l'est de la France. Euh, et où là, c'est pas le nombre de données qui est important pour ce projet, mais la diversité des contributions. Donc le fait qu'on ait des personnes de divers endroits de l'Alsace qui participent parce que il y a des petites variations linguistiques au travers de l'Alsace, et donc plus on aura de participants, plus cette diversité sera renseignée. Et donc, par rapport aux problèmes que ça pose vis-à-vis des financements, il y a parfois cette idée reçue selon lesquelles les sciences et recherches participatives, c'est pas cher. Et donc là, le contre-exemple qu'on a, c'est celui de Viginature École, donc la déclination du programme Viginature auprès des scolaires. Donc, par année, il y a environ 450 classes, donc ça va c'est, ça s'adresse aux primaires et secondaires. Donc, c'est pas tout à fait organisé pareil en France qu'au Québec, mais en soi, ça se ressemble. Disons, ça irait presque jusqu'au cégep, je pense. Et qui participe à une dizaine de programmes. Il me semble qu'il y en a 11 maintenant. Mais voilà, donc c'est important. 450 classes, ça représente des milliers d'élèves, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'élèves qui prennent le temps d'observer la nature, ce qui est très enrichissant pour eux. Mais ben, pour que tout ça fonctionne, ça coûte environ 250 millions d'euros par an parce qu'il y a 4 personnes qui travaillent, il y a une interface informatique qu'il s'agit de de maintenir, de tenir à jour. Il y a un certain nombre de formations qui sont organisées pour les enseignants et enseignantes. Donc, non, les sciences et recherches participatives, ce n'est pas cher et très, très souvent, les budgets sont sous-estimés, ce qui met en difficulté les projets. Euh, voilà. Et j'en viens à la troisième forme de difficulté qui,
je trouvais une des plus intéressantes, c'est le fait qu'en finalement, on a des incertitudes qui sont inhérentes aux sciences et recherches participatives et que finalement, il ne faut pas lutter contre ces incertitudes, mais plus en avoir conscience. Donc, au cours de tous nos ateliers pour écrire cet article, on a beaucoup, beaucoup discuté de la question des temporalités euh, qui mettaient souvent en difficulté. Donc, euh, voilà, déjà, quand on met en place un projet de sciences et recherche participative, ça prend beaucoup plus de temps qu'un projet de recherche universitaire classique. Donc, il y a cette dimension-là qui peut mettre en difficulté les chercheurs et chercheuses parce que le temps du lancement, ils et elles vont publier moins vite. Et on a aussi des temporalités différentes entre ce temps de la recherche et puis la temporalité de retour nécessaire auprès des volontaires. On a des personnes qui s'impliquent dans les projets et qui donc veulent, et tout à fait légitimement, avoir des retours sur ce que leur contribution a apporté au projet. Et donc, on ne peut pas s'en tenir à ne faire des retours uniquement quand on a une publication scientifique. Ça implique aussi d'avoir des échanges en dehors de ces temps forts scientifiques et donc de mettre en avant d'autres effets de ces projets auprès des volontaires. Et après, un autre constat qu'on a eu, c'est que finalement, quand on lance un projet, on est obligé de faire des hypothèses sur qui va participer, pourquoi, comment, etc. Et c'est ces hypothèses de base qui nous permettent de faire les premiers outils, les premières formes de communication, etc. Et parfois, ces hypothèses, elles peuvent être fausses ou pas tout à fait précises, pas tout à fait exactes. Et donc, ça implique de s'ajuster et pas de se dire qu'on est dans l'échec, mais juste de dire, bah, finalement, ces gens qu'on ciblait, c'est pas eux qui sont le plus intéressés par le projet. Ben, il faut qu'on revoie notre copie, qu'on communique différemment, etc. Donc ça, il y a plusieurs exemples dans le projet recette de grammaire dont je vous parlais tout à l'heure. Notre collègue, elle pensait que les linguistes seraient très intéressés et seraient surtout des bons relais auprès des locuteurs et locutrices d'alsacien. Mais finalement, ça n'a pas été eux les plus efficaces. Et elle a rencontré une personne qui confectionnait des costumes traditionnels alsaciens et ça a été elle, cette personne-là, sa meilleure porte-parole pour le projet, par exemple. Euh, J'avais en tête un autre exemple qui me reviendra après. Peut-être. Et enfin, on a des difficultés qui nous emmènent ailleurs que ce qu'on avait imaginé au début. Euh, Et donc, on peut avoir des changements inattendus dans le projet. Donc, encore sur l'exemple du projet recette de grammaire. euh, donc, moi, je suis pas du tout linguiste. Donc, initialement, le projet de recherche d'Alice Millot, euh, pendant sa thèse, si j'ai bien compris, ce pourquoi elle avait lancé un programme de sciences et recherche participative, c'était pour que des personnes puissent annoter des textes déjà écrits en alsacien. Et donc, si je ne me trompe pas, en identifiant où était le verbe, où était l'adjectif, et le pronom, etc. Et elle a très vite eu des retours de personnes qui lui disaient, ah, mais ce texte est écrit en barinois et moi, je parle que orinois, donc je ne peux pas participer. Et donc, en fait, elle avait pas conscience de l'importance, enfin, si forte de la diversité linguistique au sein même de l'alsacien. Et finalement, elle a complètement revu son projet et ce qu'elle a proposé, c'est pour ça que le projet s'appelle Recettes de grammaire, c'est que les volontaires partagent des recettes de cuisine en alsacien euh, avec leur façon à eux d'écrire les mots. Et donc, ça lui a permis de travailler sur cette variabilité linguistique et donc était tout aussi intéressant d'un point de vue recherche. Euh,
Après, on a des programmes assez anciens autour de la biodiversité. Donc, par exemple, ici, l'opération Papillon, qui est un programme de Viginature, où donc l'objectif principal, c'est de collecter des données sur les populations de papillons dans les jardins privatifs. Et donc, sont demandés pour comprendre un peu cette distribution des papillons, les pratiques au jardin. Donc, est-ce que les personnes ont un potager? Est-ce que les personnes utilisent des pesticides? Et en fait, ce que les personnes qui portent ce projet se sont rendues compte au bout de quelques années, c'est que au fil du temps de participation, le fait d'observer les papillons et d'avoir finalement envie qu'il y en ait dans son jardin, ça poussait les personnes à utiliser moins de pesticides. Donc plus les gens participaient, moins ils utilisaient de pesticides. Alors vous voyez sur le graphique que c'est principalement pour les personnes qui n'ont pas de potager. Enfin, c'est plus fort, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas de potager. Pour celles qui en ont un, ça diminue aussi tout de même. Et donc, donc, déjà, on a un changement inattendu, enfin, de comportement en fait qui est lié à la participation au projet. Et en plus, ces données qui initialement étaient collectées pour comprendre la répartition des papillons, on l'utilise pour documenter ce changement de comportement. Euh, et pour terminer, donc, aller au-delà de la destination prévue, là, à partir de Lick and Go, je vais vous montrer comment on peut avoir une appropriation du projet par les volontaires. Donc, ça part d'une erreur que je ne referai plus, c'est d'imaginer que je pouvais m'improviser community manager. Donc, au lancement du projet, j'ai ouvert une mailing list, une page Facebook. À l'époque, il n'y avait pas Instagram et tout ça. Euh, donc, dans l'idée d'aider les volontaires à identifier les différentes espèces de lichens. Mais très vite, donc surtout autour de la mailing list, j'étais pas assez rapide pour répondre. En fait, il y avait beaucoup plus de questions que j'imaginais. Et donc, de mon côté, ça a généré du stress. Donc, moi-même, je suis pas lichénologue. Donc, en fait, à chaque fois que j'avais une question, ça me demandait de la recherche et c'est pour ça que ça me prenait du temps. Donc, voilà, c'était assez stressant de voir que je répondais pas assez efficacement. Et finalement, on a eu quelques volontaires, dont principalement donc Françoise Périssa et Cécile Lambert, qui, elles, ont assez vite acquis une grande expertise dans la reconnaissance des lichens. Moi, elles en connaissaient plusieurs avant de se mettre à participer. Et elles se sont mis à interagir et aider les autres personnes qui posaient des questions sur la mailing list dans leur reconnaissance. Et donc, elles sont vite été identifiées par les autres comme des personnes ressources. Et il y a eu voilà, une communauté d'apprentissage qui a émergé via ces interactions par mail. Et en fait, assez vite, Françoise et Cécile se sont mises à proposer de nouveaux outils pour aider à l'identification des lichens, aussi à faire des critiques constructives des outils qui existaient déjà. Et donc, aujourd'hui, on a énormément collaboré à créer plein de nouveaux outils autour des lichens, mais on continue toujours. Et en fait, on ne fait rien de nouveau autour de Lichen Go sans les solliciter, leur demander leur avis. Et on a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, qui sont pleinement de leur idée. En fait, voilà, c'est elles qui ont eu l'idée de les créer. Donc, alors, finalement, elles ont intégré l'équipe d'animation de Lichen Go. Donc, on est allé bien au-delà de ce qu'on avait imaginé pour le projet initialement, enfin, de ce qu'on avait espéré. Et donc, pour conclure, ben voilà, l'objectif de ce travail, c'était d'identifier les erreurs qui soient évitables et donc de les partager pour éviter que d'autres personnes les fassent à nouveau. Mais on a aussi cette envie d'affirmer nous avons le droit, surtout en sciences et recherche participative, parce que il y a cette
cette variabilité un peu inhérente, cette plasticité dans les projets. Donc, d'affirmer notre droit à expérimenter, à faire des erreurs, à ajuster nos pratiques, changer d'orientation pendant la vie et d'un projet. Et donc, ben, avec ça, on invite ben, tous les autres porteurs et porteuses de projets à partager leurs erreurs et difficultés, et puis surtout à changer de regard sur elles, ne pas se dire que c'est grave de s'être trompé. Ben, au contraire, justement, si après on le partage et que ça aide d'autres personnes, ben, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. Ben, merci Laure pour cette présentation. Je trouve vraiment très, très instructive. Euh, dans la mesure où il y a quand même pas mal de parallèles qu'on peut faire avec euh, la science participative de l'eau. Donc, tu parlais tantôt, par exemple, du changement euh, euh, inattendu dans le projet avec l'implication de ces deux bénévoles qui ont pris en quelque sorte le lead du projet, quelque chose qui n'était pas attendu. Je pense que ça met vraiment en exergue le fait que lorsqu'on dit dans la mobilisation citoyenne ou des bénévoles de manière générale, c'est souvent aussi important de laisser le leadership de ces bénévoles-là s'exprimer et également le fait que de laisser ce leadership-là, ça met aussi en avant la reconnaissance de leurs expériences. Donc, et c'est pour le bien du projet. Donc, je pense que ça s'applique quand même dans tout type de projet de sciences et recherche citoyennes. Donc, j'ai aussi noté que lorsque tu parlais j'ai quand même beaucoup aimé cette expérience le flux de l'expérience de la performance, si je le paraphrase de cette façon-là. Euh, plus plus le projet ou le protocole est simple, plus ça crée de l'ennui, plus c'est compliqué, ça crée de l'anxiété. Donc, je sais pas, c'est que les autres en pensent de tout cela, dans la mesure où on sait que dans la science citoyenne, on a toujours tendance à avoir une certaine rigueur, une certaine pour espérer avoir démontré la qualité de nos données. Donc, on est quand même assez cadré. Puis l'expérience montre quand même aussi que euh, lorsqu'on va dans un sens du top-down, c'est souvent un peu plus complexe avec le changement dont tu as parlé tantôt dans l'un des projets, je pense Lick and Go. Donc, on voit que non, c'est le cas de la recette Grammet. On voit que euh, le projet avait un objectif bien précis, donc ça avait été conçu par certaines personnes. Puis sur le terrain, mais ceux qui répondent ne sentent pas vraiment trop dedans. Fait qu'elle fait un revirement à 360 degrés, comme on dit au Québec. Donc, puis ça fait quand même que ce sont maintenant les bénévoles qui écrivent les recettes de leur manière. Donc, je pense que ce sont des très belles façons de voir comment conduire des projets de sciences et recherche citoyenne. Ça appelle quand même une certaine flexibilité dans la démarche et tout. Donc, je sais pas si on avait des questions dans le chat. Sinon, euh, j'ai, OK. Ben, moi, j'ai des questions si vous en avez. Donc, justement, en parlant de cet aspect de la simplicité de l'engagement dont tu as fait mention, euh, comment donc un porteur de projet peut faire pour trouver l'équilibre ou alors pour déterminer le niveau de difficulté qu'il y a dans son projet, en fait, dans la conception de son protocole ou de ses outils qui vont permettre la collecte des données ou interagir avec des bénévoles. Ben, là-dessus, je pense que la méthode la plus efficace, ça serait de co-construire le projet, soit directement
avec des bénévoles, soit ce qui est aussi souvent fait, soit en travaillant avec une association qui, elle, connaît bien euh, les intérêts et les possibilités d'investissement des volontaires pour justement trouver ce compromis, en fait, ou ce juste milieu entre trop complexe, trop lourd à mettre en place ou trop simple. OK. Je peux donner un exemple sur Lick Go. Quand on l'a lancé, en fait, on avait deux extrêmes. On a à l'échelle européenne, il y a un protocole qui fait l'objet d'une norme pour utiliser les lichens comme bioindicateur de la qualité de l'air. Il faut les observer sur 5 arbres et faire un relevé exhaustif de toutes les espèces de lichens présentes. Et donc, pour déterminer toutes les espèces, ça implique d'avoir des très très fortes connaissances en lichénologie, de les prélever, de les ramener en labo, de les regarder au- à la loupe bino ou voir au microscope. Et donc, bah, on avait cet extrême-là très précis, mais on savait que personne à part quelques lichénologues très chevronnés pourrait s'impliquer. Et à l'autre extrême, on avait un protocole que l'Association française de lichénologie avait mis en place avec des enfants qui utilisaient juste 3 grands morphotypes de lichen. Et en faisant quelques tests, on s'était un peu assez vite rendu compte qu'en utilisant cette méthode-là, on arriverait juste à montrer que la pollution était moyenne partout, ce qui n'était pas vraiment très informatif. Donc, on a eu toute une phase de co-construction du protocole pour trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes. Et donc là, Likengo a 9 ans et on est en train de travailler encore à une version plus simple parce que malgré cette co-construction, c'est quand même un protocole qui est exigeant, c'est long à mettre en place. Et donc, on a finalement que des personnes qui s'intéressent au lichen qui participent. La question de la qualité d'air, elle vient un peu en second. Et donc, on a aussi des personnes qui s'intéresseraient que à la qualité d'air, qui se sentent pas à l'aise pour participer. Donc là, on travaille à faire un protocole plus simple, mais tout aussi rigoureux. L'idée, c'est toujours d'en tirer des nouvelles connaissances scientifiques. Euh, C'est ben justement parlant de cette co-création de, des protocoles ou du projet en quelque sorte j'imagine même que au niveau de la définition des hypothèses et tout comment je sais pas, comment est-ce que on peut permettre cette transition entre un projet assez rigoureux vers un projet vraiment flexible qui qui stimulerait cette démarche-là. Donc, est-ce qu'il y a des astuces que vous avez découvertes qui faciliteraient cela? ben, là, enfin, donc je dis qu'on va proposer un protocole plus simple pour l'Ikengo, mais on va pas arrêter l'autre. Enfin, l'idée, c'est d'avoir une première marche, le protocole plus simple, donner envie, parce qu'une fois qu'on a regardé les lichens, c'est magnifique, donc on a envie d'en apprendre plus. Voilà. Et, donc, en fait, rassurer encore une fois pour cette histoire d'autocensure pour éviter que les gens ne renvoient pas leurs données. Et donc, en fait, d'un point de vue rigueur scientifique, l'idée, c'est de ne pas changer le protocole mais par contre, changer ce qu'il y a autour pour aider à la participation. Et donc, encore une fois, pour Likengo, on a, au fur et à mesure des années, créé de plus en plus d'outils pour aider à reconnaître les lichens. Donc, on a une clé de détermination qui a évolué au cours du temps, qui a été améliorée avec les retours des volontaires. Mais on a aussi des vidéos, on a un parcours de formation en ligne. Quand on est inscrit au programme, on peut le suivre. Voilà. Là, on est encore en train d'en faire un nouveau avec une affiche qui se replie. Donc, pour avoir les images des espèces en poche, on a aussi un petit dépliant, enfin, un autre petit dépliant, sorte d'éventail avec toutes les espèces qui est facile, qui tient dans la poche, etc. quand on est sur le terrain. Donc, en fait, c'est plus ça qui évolue que le protocole en soi, vaut mieux le garder stable. Je vois qu'il y a une question Ouais, ouais. dans le chat.
OK, c'est la question à Mélissa. Si tu veux, je peux la lire ou bien tu peux la poser, Mélissa, Ouais. c'est comme tu veux. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Dans le fond, j'avais mis deux questions. Une qui concernait le maintien de la mobilisation des bénévoles. Si vous avez des trucs pour dans les programmes qui sont sur le long terme là, pour maintenir la mobilisation. Puis mon autre question, c'était comment favoriser l'implication des... Parce qu'on a beaucoup de retraités qui s'impliquent dans nos projets, mais pour favoriser l'implication des jeunes et aussi des professionnels, là, par exemple comme nous, là, qui avons un emploi du temps chargé dans les projets, là, si vous aviez des trucs aussi à nous partager à cet égard-là. Ouais. Euh, je suis désolée, j'ai oublié la première, mais pour les... je vais répondre d'abord pour les jeunes. Oui, c'est un classique. Nous aussi, on a plus de retraités. Ben, euh, je sais qu'il y a eu il y a eu des programmes qui se sont un peu concentrés sur comment plaire à un public adolescent. Euh, mais donc, à chaque fois, ce que j'ai en tête qui touche un public plus divers, c'est des projets très locaux où les gens vont passer beaucoup de temps sur place. Donc là, avec les adolescents, si je ne me trompe pas, ils passaient beaucoup de temps euh, à la maison de quartier où les jeunes peuvent se retrouver pour discuter avec eux et pour faire émerger leur éventuelle envie. Et donc, ça avait abouti à un suivi des chauves-souris avec les téléphones. Et finalement, ça marchait bien. Mais donc, ouais, moi, ce que je dirais, c'est que pour toucher d'autres publics que les retraités, c'est passer beaucoup de temps, aller à leur contact et ouais, aller sur le terrain. Sauf si, enfin, et en fait, à chaque fois, on va être aidé s'il y a une problématique spécifique dans un quartier ou dans une ville. Euh, ou sur les questions de qualité de l'air, on peut avoir des personnes qui ne sont pas retraitées, qui sont investies parce que, il y a une préoccupation particuliire dans leur ville. Voilà, l'école de leurs enfants est près d'un gros axe, etc. Donc là, ça va aider. Et je suis désolée, j'ai oublié la première question. C'était comment maintenir à long terme la mobilisation. Ouais, mais ça, c'est vraiment en faisant des retours réguliers, en maintenant l'interaction. Donc, ça veut dire, euh, j'ai pas toujours trouvé quelque chose à partager sur le projet ou en lien avec le projet. Ça peut aussi, j'imagine dans le domaine de l'eau, dire, ah bah tiens, il y a telle étude qui vient de montrer ça. C'est pas nous, mais voilà, ça vous intéresse, ça doit vous intéresser si vous intéressez à l'eau. Enfin, ouais, maintenir le lien avec les volontaires soit de manière virtuelle, soit en faisant aussi des rencontres physiques. Ça, c'est vraiment très efficace. Ça demande plus de temps à organiser. Puis s'il faut faire déplacer les gens, c'est plus coûteux aussi. Mais c'est ouais, les liens entre les personnes, finalement, les liens sociaux, c'est ce qui maintient le mieux, j'ai l'impression. Parfait, merci. Et il y a quelque chose que tu as mentionné dans la présentation au tout début, là, quand tu parlais de l'autocensure des participants, que les participants s'autocensurent par crainte de mal faire. Donc, que ce fait-là, ça constitue en soi un risque pour la séance participative. Donc, c'est quoi les stratégies ou les recommandations qu'on peut adopter, qu'un gestionnaire de projet de séance de recherche participative peut adopter pour instaurer un climat de confiance entre ces... Ouais. Bah, je dirais le plus efficace, ce serait de faire des sessions de terrain avec les gens pour leur montrer comment faire, pour les rassurer sur l'utilisation des outils. Je ne sais pas si par exemple il faut utiliser une appli sur un smartphone pour prendre une donnée, ben, s'assurer qu'il soit à l'aise avec l'outil, etc. Et puis après, multiplier encore une fois les outils, soit avoir une notice sous forme de texte, parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent lire, mais de plus en plus, les gens préfèrent regarder une vidéo, donc faire une vidéo qui présente le projet et la façon de participer.
Et après, donc, moi, je vais connaître beaucoup plus de choses sur euh, la nature et l'observation de la biodiversité. Mais souvent, dans ces domaines-là, bah, de plus en plus, là, on a des projets qui proposent aux gens d'envoyer les photos des organismes. Et OK. on a aussi certains programmes qui ont une validation collaborative des données. Donc, à partir de ces photos, qui sont visibles par toute la communauté, il peut y avoir des interactions autour de ces photos, donc pour dire bah oui, c'est bien la bonne identification, ou au contraire, ah bah non, je pense pas que ce soit cette espèce parce que voilà, sur les insectes, les antennes sont plutôt comme ci, comme ça. Et donc, enfin, ce qui a été montré notamment pour un programme qui s'appelle Speeple, pour le suivi photographique des insectes pollinisateurs, c'est que plus les volontaires interagissaient autour des données comme ça, moins ils se trompaient. Donc, on a vraiment eu un gain de la communauté qui apprend ensemble, en fait. Merci pour cette réponse. Ruben, tu avais une question? Oui, merci vraiment pour la présentation, Laura. C'est juste un deuxième volet de la question de Rodrigue, en fait. Comment faire accepter justement ces données par le milieu scientifique, c'est-à-dire les données recueillies par les bénévoles, par les citoyens. J'imagine que, bon, OK, il y a un protocole rigoureux scientifiquement qui doit être suivi, mais si c'est pas le même protocole qui est suivi par les citoyens ou alors les bénévoles, comment faire reconnaître ces données-là, justement par ce milieu, le milieu Mm. scientifique? Ben, je pense qu'il y a, je vais, pour le domaine de l'eau, je connais beaucoup moins bien, mais en fait, maintenant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de publications scientifiques qui utilisent des données de sciences participatives, donc le, des publications à comité de lecture, etc. Donc, je pense que quand même, ça a beaucoup évolué sur le fait qu'on puisse utiliser. Je sais qu'il y a aussi des gens, enfin des statisticiens, statisticiennes qui se sont penchés sur la question les comparaisons des données, etc. Et que il me semble quand même qu'on est quand même plus tranquille sur le fait qu'on peut utiliser ces données de manière scientifique sans crainte. En tout cas, je pense qu'il y a assez de publications pour rassurer les gens qui sont encore inquiets. Et j'avais une autre question aussi, en fait, en fond, pas dans le sens des attentes. Parce que tu avais parlé tantôt des attentes des bénévoles, des attentes qui étaient différentes entre Mm. les différentes parties prenantes. Ça peut être des bénévoles, les porteurs du projet. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ou alors fédérer toutes ces attentes? Est-ce qu'en début de projet, vous demandez forcément faire les attentes des bénévoles, des parties prenantes? Pourquoi est-ce que vous vous impliquez dans le projet? Est-ce qu'il y a un processus, en fait, pour aller recueillir, alors rechercher ces attentes-là, définir concrètement ces attentes? Ouais. Mm. Non, je pense qu'il y a assez peu de projets qui demandent en début de projet pourquoi. Les gens, enfin, qu'est-ce qu'ils attendent et pourquoi ils participent. Et puis, effectivement, mais il y a quand même plein d'études plutôt a posteriori ou sur des projets en cours qui étudient pourquoi les gens s'impliquent. D'ailleurs, il y a un article de Florence Millerand qui est à l'UQAM sur ça. Si je elle a identifié un peu 6 grandes raisons de s'impliquer. Donc, en apprendre plus sur le sujet. Il y a aussi, je vais pas tout m'en souvenir de tête, mais il y a, euh, il y a des gens qui s'impliquent juste parce qu'ils veulent faire du bénévolat scientifique et finalement, quel que soit le sujet, ils ont envie d'embarquer dans le projet. Il y a des gens qui sont passionnés du thème ou, comme je disais tout à l'heure aussi, pour la qualité de l'air, des gens qui sont concernés, enfin, qui sont inquiets et donc qui s'impliquent pour ces raisons-là. Et donc, ben, c'est plutôt dans les façons de communiquer, un peu allier tout ça. euh, voilà, et susciter l'intérêt. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais que les lichens, c'est magnifique. C'est aussi une façon de susciter l'intérêt et de se dire, et d'avoir un discours sur ce projet qui est positif, qui suscite l'émerveillement. Enfin, c'est vrai hein, que c'est magnifique, mais comme on les regarde jamais, c'est bien de le dire.
Ben, merci pour cet échange-là. Je pense il y a quand même beaucoup à dire sur cette thématique. Puis, d'autant plus que c'est en fait le cœur même de la recherche et sciences citoyennes. Donc, la mobilisation, euh, qui implique des différentes parties prenantes et tout. Donc, le temps qui nous était imparti, malheureusement, est arrivé à son terme, mais on pourrait euh, o- en discuter si des gens ont des questions et tout. Ils pourraient aller lire l'article si jamais ils ont d'autres questions. Je sais pas, ils peuvent rentrer en contact avec toi. Oui, oui, Je oui, pense que c'est assez ouais, ouvert. tout à Ouais. fait, ouais. Ouais. Donc, Donc, vraiment, merci à tous et à toutes pour votre présence. Ce fut vraiment une très une belle présentation. mhm. Merci encore pour l'invitation et au plaisir d'échanger à nouveau. Merci, c'est nous qui te remercions. Et on sait qu'il s'est fait déjà tard en France. Bonne nuit à toi. Ah. Merci, non, ça va, il fait encore chaud. Merci, Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. merci. Au revoir. Merci.